Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Cécile Gréboval. Je travaille sur les questions d'égalité et de droits des femmes au Conseil de l'Europe. Donc, aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Donc, je suis ravie d'être ici avec Rebecca Donauer pour parler de l'émission d'Arte Creatur, qui est entièrement dédiée au mouvement féministe. Donc, Rebecca, vous êtes un des visages d'Arte Journal, mais vous êtes aussi une des mamans de Creatur. Alors, parlez-nous un peu de vous et de comment vous êtes devenue une des mamans de Creatur. C'est très joli, les mamans, la maman de Creatur. Effectivement, on est plein de mamans, si on peut dire. Voilà, moi, je suis allemande, je suis journaliste. Ça fait quelques années que je suis au journal. Je suis aussi une maman en vrai de 2 enfants. Et donc, je suis à l'info de Arte. Et il y a 4 ans à peu près, on a commencé à faire Creatur. Et on est toujours là, et c'est super, c'est sur le web, et on traite toute question féministe qui nous vient à l'idée. Et puis finalement, il y en a tellement que... Ça ne s'arrête pas. Non, ça ne s'arrête pas, au contraire. Et donc, vous avez créé Creatur en 2018. Donc ça, c'était juste après MeToo. Donc, comment c'est arrivé? Comment l'idée est venue? Comment l'équipe s'est formée? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette émission? Voilà, comme vous dites, on était en plein de MeToo. Le féminisme, ça commençait à être c'était toujours un sujet et c'était toujours là, mais ça commençait à être vraiment plus dans l'actu. En Allemagne, en France, en Europe, aux États-Unis, partout. Et je pense que c'était pendant une soirée, il y avait quelques journalistes et femmes de prod qui se disaient si on faisait une émission féministe sur Arte, ça monte, il n'y en a pas. Même s'il y a effectivement du contenu féministe sur la chaîne, plein de reportages et documentaires, même dans le journal, on le traite comme tout autre sujet. Mais le vrai rendez-vous régulier, ça manquait. Et donc, elles m'ont demandé si je veux participer. J'ai dit tout de suite oui, puisque je trouve ça super. Et effectivement, ça manquait. Et du coup, on s'est trouvés, c'était très sympa, on s'est trouvés des soirs, tous les 2-3 semaines, à parler de Creatur, qu'est-ce qu'on veut faire, quel format, comment, qu'est-ce qu'on veut raconter, à qui on s'adresse. Et c'était des soirées très sympas, conviviales, on réfléchissait toutes ensemble. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a... il y a des journalistes, il y a des femmes de la production, un peu des archives aussi. Donc c'était des mélanges un peu de femmes très différentes, mais où on a dit, OK, on décide ensemble. C'est vraiment une ensemble, une création de Creatur, c'était fait ensemble. Et du coup, on s'est lancé dans la première émission. Et puis, on est toujours là, comme dit. Alors, ce qui est très intéressant quand on voit les premiers numéros de Creatur, c'est que c'est à la fois une ambiance assez intimiste, puisqu'on est souvent chez quelqu'un, j'ai l'impression, et en même temps, on voit beaucoup de gens. Donc, la production est assez visible, et je trouve que ça correspond bien au thème. Donc, ça correspond bien quand même à une optique vraiment participative et à une idée de féminisme et de sororité même. Donc, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que ça a été vraiment votre optique? Oui, j'aurais pas mieux décrit le concept, effectivement. En fait, on a tourné comme une ambiance qui était comme pendant les soirées où on a créé l'émission. On ne voulait pas quelque chose de stérile dans un studio où on est tous assis comme ça, l'une à côté de l'autre, et on parle de quelque chose de sérieux, même si évidemment les sujets sont sérieux sur le féminisme, mais on voulait justement garder le côté convivial. On est ensemble, on passe une bonne soirée, donc il y a toujours à manger, il y a à boire, et on est toutes visibles justement parce que c'est pas que là aujourd'hui c'est moi qui ici, mais on est une douzaine de personnes qui travaillent là-dessus ensemble. Et ça fonctionnait un peu en tour de rôle. Les dossiers, une fois c'était Aliénor, d'autres c'était Amélie, après c'était Johanna, donc c'était un peu tous ensemble. Et on voulait que ça se voit, et on voulait que ça reste dans un cadre intime. Et justement, effectivement, l'équipe en voit aussi, donc on voit un peu la production. Ouais.
Et ça marchait bien, c'est pas toujours évident à faire, mais c'était bien. Et voilà, le réal, pareil, il s'est un peu toujours cassé la tête de rendre ça rigolo et un peu autre qu'on a d'habitude de voir, en fait. Ouais. Et quelle a été la réaction de la hiérarchie à Arte? Parce que c'est vrai que des émissions qui se disent ouvertement féministes, surtout à la télévision, il y en a très peu quand même. En plus, vous avez commencé très fort parce que les premières émissions parlaient du vagin. Donc, bon, les premières émissions étaient entièrement sur le web, donc pas directement quand même à la télé. Mais quelle a été la réaction de la hiérarchie, y compris sur le fait de faire une émission féministe, de parler de vagin, de parler de violence, etc. Donc, est-ce que ça a été difficile de convaincre au départ? Non, en fait, c'était conçu pour le web déjà. C'est un concept pour le web. Être à l'antenne, ça c'est encore autre chose de toute façon. C'était pas pensé pour. Ça nous donne aussi une liberté pour les durées, pour les envies. C'est moi. On a un peu carte blanche en fait, aussi pour les sujets. Par contre, celui effectivement sur le vagin, sur la vulve, celui-là était même diffusé après coup à l'antenne, ce qui était chouette, ce qui n'était pas prévu. Donc on était très très contente. Après, on était bienvenus de le faire, le projet, ça effectivement. Après, il y avait un peu des blagues dans la maison. Oui, si on faisait une émission sur les pénis, ça n'aurait jamais passé. Donc mais voilà, on a pris ça en rigolo, c'est vrai. Et après, moi, je leur ai dit, faites. Et puis après, on verra. Mais bon, après, sur la vulve, c'était bien aussi parce que on apprend plein de choses, on l'a pris un peu en légèreté. Et finalement, il y a plein de choses à dire, comme dans toutes les émissions. Et c'est ça qui est... Ce que moi, j'adore dans cette émission, que moi, chaque fois, j'apprends plein de choses. En fait, on se dit, on sait plein de choses sur les inégalités, sur les trucs qui ne vont pas, etc. Mais il y a plein de domaines où on se dit, mais c'est pas vrai, il y en a encore des choses c'est juste incroyable. Mais voilà, donc on apprend tous les jours et c'est ça qui est chouette. D'accord. Alors, sur les questions d'égalité, donc c'est vrai qu'on parle de plus en plus d'égalité dans les médias et peut-être que Arte a toujours été un petit peu à l'avance là-dessus, mais malgré tout, alors il y a des chiffres qui viennent de sortir aujourd'hui. Les femmes ont 35% de temps de parole dans l'audiovisuel français. Au niveau mondial, quand on parle de remise en question des inégalités, il y a 3% des tweets qui sont sur ces sujets-là. Et en plus, on remarque que quand les femmes sont dans les médias, elles sont le plus souvent comme témoins, mais beaucoup moins souvent comme expertes ou pour commenter des thèmes comme le business, les finances, etc. Donc, comment vous percevez ça, vous, en tant que journaliste ? C'est vrai, il y a cette inégalité du temps de prendre parole, surtout pour les expertes. Nous, au journal, on fait de plus en plus attention à ça. On s'est mis le défi, je dis oui, parce que parfois c'est pas forcément évident, mais d'avoir plus d'expertes une égalité tout simplement sur les experts et d'expertes dans le journal. Donc c'est vraiment une démarche active de chercher... Oui, on regarde vraiment, puisqu'effectivement, ça va pas, tout simplement. Et dans Créatour, en fait, c'était un peu aussi ça, la volonté de faire cette émission, parce que justement, on se disait, il y a plein de femmes qui ont des choses à dire, des expertes dans tous les domaines, n'importe. Et on se disait, voilà, chez nous, elles ont la parole, on choisit des thèmes, et elles sont là, et on leur laisse une place pour vraiment parler des problématiques et de nous apprendre des choses, effectivement. Oui, parce que finalement, on se rend compte que les médias ne reflètent pas la réalité. Enfin, il y a 50% de femmes, il y a plus de 50% de femmes diplômées dans la plupart des domaines. Donc, malgré le rôle que jouent les médias pour façonner l'opinion, etc., on voit bien que la réalité des hommes et des femmes, y compris en termes de diversité, n'est pas forcément représentée. Donc, c'est quand même encore... on en est encore un petit peu loin. Alors, justement, on a fait... c'est plus ou moins dans cette direction. On a fait une émission sur l'art et les femmes. Et là, pareil, on se dit, c'est super libéral, on est tellement open,
on adore. Enfin, la culture, c'est quelque chose qui devrait être, où il devrait avoir plus d'égalité. Ben non, c'était pas du tout, quand on regarde les chiffres, c'est pas vrai. Surtout quand on regarde les financements des projets des femmes artistes. Enfin, elles ont moins que des hommes. Et on avait justement une femme allemande asiatique qui fait des performances qui s'appelle Olivia Hinuin-Sin Kim et qui fait des parodies là-dessus, qu'elle est toujours aperçue comme une femme asiatique. Et elle disait justement dans la télévision allemande, la vraie société n'est toujours pas représentée. Il y a plus des hommes, c'est très blanc, etc. Donc elle jouait un peu avec ça. Mais c'est le même problème, en fait. C'était sous-représenté dans l'image qu'on voit à la télé, sur scène, au théâtre, au cinéma, quoi. Oui, c'est ce qu'on a vu aussi avec les Césars, etc. Voilà. Alors, autre thème important, c'est un peu sur la question des femmes journalistes. Donc, on sait, il y a des études qui montrent que les femmes journalistes sont souvent insultées, voire menacées. Alors, Créatour parle de féminisme ouvertement. Est-ce que vous avez eu des critiques? Est-ce qu'il y a eu un impact sur vous? Est-ce qu'il y a eu des choses négatives après que vous ayez commencé ce travail? Non, nous, on ne l'avait pas. Je pense... J'ai l'impression qu'on est à Arte un peu protégé de ça encore. Mais après, là, ce mois-ci, on fait notre thématique du mois, c'est l'antiféminisme. Et justement, on aura un sujet effectivement là-dessus, sur des blogueuses et des journalistes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux et qui racontent toute cette haine qui est versée sur eux, avec laquelle elles sont confrontées. Nous, on n'est peut-être pas encore assez visible, malheureusement, même si je voudrais bien. Peut-être il y aura plus de réactions quand on serait beaucoup plus exposé, j'allais dire. Oui, parce qu'on voit que souvent, quand même, les activistes sont attaqués et que ça a quand même un impact important, puisqu'elles finissent, ou certaines finissent par se mettre en retrait ou plus du tout participer au débat public. Est-ce qu'il y a des sauvegardes? Est-ce que vous êtes protégés contre ça? Est-ce qu'il existe des moyens d'agir? Alors ça, c'est une bonne question. J'imagine. Mais chez Arte, vous n'avez pas de... Enfin, nous, on n'a jamais abordé cette question comme on n'a pas eu ces situations-là. Mais après, moi, j'ai presque envie, on aurait envie de se défendre à ce moment-là, tout ensemble. On n'est pas seul, on est là pour ça aussi, pour être dans la solidarité à ce moment-là. Oui, d'accord. Tant mieux. Et alors, par curiosité, quand j'ai vu Créatour pour la première fois, je me suis quand même demandé comment vous avez choisi le nom. Parce que pour moi, Créatour, alors ça renvoie évidemment à la création, mais ça renvoie aussi à peut-être même quelque chose une sorte de petit monstre comme ça. Donc... comment vous avez choisi le nom? Oui, alors effectivement, il y a ce côté-là. Mais l'idée était plutôt... chez Arte, on cherche toujours des noms qui marchent en allemand et en français, ce qui ne facilite pas forcément la chose, mais on y arrive. Et là, c'était un peu Créatour, effectivement, comme une créature. Mais pour moi, ça n'a évidemment, rien de horrible et rien de divin ou mythologique non plus. Pour moi, c'est plutôt un être vivant qui est là. Enfin, cette émission que nous, on a créée comme mère, comme vous avez dit au départ. Et je trouve... on s'est posé beaucoup la question si on met le mot féministe tout de suite là-dedans. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est Créatour, le magazine féministe sur Arte. Alors moi, personnellement, je trouve ça toujours super difficile de se trouver des noms qui sont un peu... knackig, comme on dit en allemand, et qui ne sont pas trop longs, trop courts, qui sont compréhensibles et qui claquent. Et après, moi, je trouve que Créatour, effectivement, pour moi, dans le mot, il y a un peu créativité, et ça va bien avec Arte. Donc, il y a tout un mélange, effectivement, là-dedans. Mais on n'est pas le petit monstre. On est peut-être éventuellement le monstre qui embête un peu les gens pour regarder. Regardez, il y a quand même des problèmes pour les femmes encore dans le monde, mais dans un sens positif. Enfin, positif, comme on peut être positif quand on réclame l'égalité. L'égalité, tout les simplement. Droits. Ouais. D'accord. Et vous avez eu des feedbacks? Quel a été un peu l'impact
des différentes émissions. Est-ce que vous pouvez... Alors, pour les personnes qui n'ont pas encore regardé Créatour, mais il faut absolument, il faut savoir que Créatour, c'est 9 émissions sur différents thèmes qui vont du sport à l'éducation, à la santé des femmes, à quoi, l'art, la justice. Voilà. Donc vraiment toute une série de domaines, avec toujours évidemment l'optique franco-allemande et des animations, etc., qui nous permettent d'avoir vraiment une vision assez complète de ces questions-là. Et donc après, au bout d'un moment, vous avez changé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on avait des émissions assez longues sur des thématiques qui allaient assez bien en profondeur sur ces thèmes. Et récemment, vous avez changé de format. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Ouais. Alors, moi j'aimais beaucoup ces longues émissions, justement pour commencer, justement parce qu'on avait une vraie analyse sur les sujets, on allait un peu plus loin, on s'est permis de poser des questions qui sont peut-être pas si évidentes. Mais on pouvait le faire que tous les 3 mois, puisque c'était beaucoup de préparation. C'était un peu lourd, c'est peut-être exagéré, mais bon, il fallait le faire, cette émission, donc, avec l'équipe qu'on a. Donc on avait un peu ce défi d'être visible malgré ça, et sur le web, c'est quand même mieux d'être plus régulier, plus présent, et tous les 3 mois, c'est pas beaucoup. Et comme on fait toute autre chose dans la chaîne, on ne fait pas que Créatour, il faut quand même un peu gérer tout ça aussi. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième, c'était le corona, en fait. Toute on se trouve à 15 dans un salon et on tchatche et on adore notre soirée et on boit un coup et on parle des problématiques. Et en plus, on invite des gens qui étaient souvent... normalement à Berlin ou à Paris ou je ne sais pas où, ou à Lyon, tout ça, c'était tout un coup plus possible. Et ça nous a, ça nous a vraiment forcé de penser différemment. Et on y a réfléchi, c'était un peu long, je dirais pas, mais on était comme tout le monde un peu sous le choc de cette pandémie, en fait, de se dire, mais on fait comment Et finalement, on s'est dit, prenons ça comme une possibilité de faire autrement. Oui. Et comme il y avait le souhait aussi de la direction d'être plus régulier et plus actu, comme on est quand même un peu conçu dans l'info à Arte, on se disait, si on est plus international, plus régulier, donc hebdomadaire, ce qui marche maintenant, je trouve très bien. Et finalement, cette crise de Corona, c'est... on ne peut plus inviter les expertes, mais comme tous les vidéoconférences et les interviews par vidéo, ce qui n'est pas forcément toujours esthétiquement la meilleure chose à faire, mais on peut joindre tout d'un coup plein de femmes partout dans le monde. C'est formidable, finalement. On n'a jamais pu faire avant, et on peut même le faire en espagnol, en anglais, tout ce qu'on veut. Ce qui n'était pas possible avant non plus, parce que c'est trop lourd avec la traduction après. Déjà, le franco-allemand, c'est toujours un peu... on y arrive très bien, mais ce n'est pas une évidence totale. Donc maintenant, on se dit, on est plus international, on est plus actu, on se dit, on prend une thématique par mois, tous les mercredis, il y a un rendez-vous et on produit des éléments très très différents. Alors soit des reportages, là on avait, en décembre, avant l'investiture de Biden, on a fait un sujet sur les Black Lives Matter, mais les femmes. Donc on peut faire différemment, et moi j'aimais beaucoup l'ancienne émission comme elle était, mais finalement... la nouvelle, c'est bien aussi parce qu'on est plus actu, on se force à penser différemment. Parfois, on se dit, on pourrait faire beaucoup plus, comme d'habitude. Mais après... Ça vous a ouvert un peu sur le monde quand même Absolument, oui. Parce qu'il n'était pas, juste par la logistique, pas forcément possible avant, mais maintenant on l'est. Et là, on avait un interview pour le Corona, comme les femmes scientifiques ne sont pas très visibles, on avait une Africaine qui travaille à Amsterdam. Elle aurait pu jamais forcément venir à Strasbourg juste pour l'émission, mais là, on l'a eu par Skype et c'était super intéressant. Donc du coup, on fait comme ça maintenant. Alors, justement, pour parler un peu de Covid, donc aujourd'hui, je pense que dans les news, on parlera de droits des femmes et de Covid, au lieu de parler que de Covid.
Mais moi, mon impression, c'était qu'avec la pandémie, justement, au début, les femmes étaient encore moins visibles parmi les décideurs, parmi les spécialistes qui parlaient. Alors, surtout en France, je ne sais pas trop comment c'était en Allemagne. Et puis, au fur et à mesure, on s'est vraiment rendu compte des aspects plus genrés du Covid. Donc, le fait que les femmes sont en première ligne au niveau des personnels de santé et autres personnels nécessaires, au niveau de la charge mentale et du travail de soins, et aussi au niveau de l'augmentation des violences envers les femmes pendant la pandémie. Donc, comment vous voyez ça, vous, à Créatour, puisqu'en plus, vous avez fait un numéro spécial sur Covid et droits des femmes en février. Donc, qu'est-ce que vous avez appris, là ? Alors, quand la pandémie a commencé, je me disais tout de suite, il faut faire une émission Créatour là-dessus. Sauf qu'après, tout de suite, on s'est dit, c'est pas possible de faire l'émission comme avant, comme je viens d'expliquer. Et après, là, en février, on se disait, faut quand même le faire parce que c'est quand même un thème majeur de cette crise, que les femmes, comme vous dites, sont en première ligne. Il y a une inégalité qui se creuse vraiment dans plusieurs domaines. Et du coup, on s'est dit, OK, on fait un vrai bilan 1 an après, puisqu'il y avait maintenant d'autres chiffres aussi qui sont sortis. Et il y a une sociologue allemande qui est très très connue, Jutta Allmendinger, qui a fait justement un bilan là-dessus, qui parlait beaucoup de la charge mentale et des femmes qui, quand il s'agit qui restent à la maison, c'est les femmes, elles ne peuvent pas travailler. L'école à la maison, tout le plus de cantine. Plus de cantine, voilà. Ouais. Donc la charge mentale assez bien augmentée pour plein de femmes. Mais après, c'est pas que ça, c'est aussi les infirmières, les caissières. Tous ces boulots-là, c'est quand même majoritairement des femmes. Elles sont plus exposées au risque. Et il y avait des chiffres de l'ONU même qui disaient que dans les les entreprises qui ont laissé partir les licenciements. Dans les licenciements, mondialement, c'était des femmes en majorité pendant la crise. Donc je pense que c'est horrible d'avoir ce backlash-là et un retournement dans les rôles, dans les familles aussi, etc. Après, il se peut aussi que c'est un déclenchement pour vraiment réfléchir sur la question et de faire autrement. Oui. Alors, ma mère, par exemple, elle travaille dans une banque, elle conseille les salariés et elle a mis vraiment la charge mentale des femmes et des mamans et des pères maintenant sur la table et ils y travaillent. Donc il y a, je pense, plein d'entreprises qui voient qui ont compris qu'il y a un problème et j'espère qu'ils y travaillent un peu plus, quoi. Oui, parce que moi, ce que j'ai lu aussi, c'est que contrairement à beaucoup de crises précédentes, y compris au XXe siècle, les femmes sont restées sur le marché du travail. Donc elles ont perdu leur job souvent, mais elles veulent travailler. Et donc ça, c'est une différence. Avant, les femmes se mettaient en retrait. Maintenant, elles ont besoin et elles veulent continuer de travailler. Et c'est cette question des inégalités à la maison qui, il me semble vraiment, est rentrée plus, dont les féministes parlent depuis des décennies, qui est rentrée plus dans le débat public. Donc, moi, je pense que le problème maintenant, c'est que les mesures de relance, etc., doivent aussi cibler les femmes et intégrer cette question d'inégalité pour qu'on n'ait pas ce backlash dont vous parlez, quoi. Ouais. Il faut dire en plus, en Allemagne, les écoles étaient fermées jusqu'à il y a encore 2-3 semaines. Enfin, ça dépend des Länder, mais quand même. Et il y avait des débats à l'infini là-dessus. Les mamans, elles ne pouvaient plus, quoi, pendant des semaines. Et ici, en France, c'était quand même une volonté. Je ne dis pas que le gouvernement a fait tout bien pour la crise en France, mais c'était une décision. On laisse les écoles ouvertes, avec le risque, finalement, qu'il y avait. Mais alors moi, personnellement, j'étais tellement contente que l'école reste ouverte. Bon, après, il y avait aussi la variante anglaise dans l'école de ma fille. C'était un peu... Tout d'un coup, on se dit, on fait comment ? Mais
Mais en Allemagne, voilà, c'était sur les épaules des mamans de les fermer. Après, effectivement, comment faire des concepts sanitairement qui tiennent la route et tout, c'est une question. Mais ça montre encore une fois, c'est aussi une volonté politique, comment on gère et qui on met en avant. Et après, encore une fois, on parle là des femmes et des mamans. Pour les enfants, c'est juste pas... Psychologiquement, c'est très difficile aussi à supporter d'être tout le temps à la maison enfermée. Oui, sans compter le risque pour les femmes et les enfants de se retrouver enfermés avec des conjoints ou des parents violents. Et ça, on a vu aussi une augmentation des cas de violence pendant le Covid. Alors, comment vous allez continuer là? Quels sont tous les mercredis pour commencer. Alors moi j'essaye toujours, enfin nous en essayant de prendre un peu d'avance, puisque pour la production il faut un peu de temps quand même pour préparer, produire les éléments. Là on est sur l'antiféminisme comme dit, on a fait une grosse pastille comme on appelle ça, hein, l'explication, tous les mouvements antiféministes, d'où ils viennent et d'où ça sort et pourquoi c'est fort en ce moment. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors moi je trouve, pareil, c'est passionnant ce sujet-là parce que souvent on parle de l'extrême droite et des mouvements populistes et on dit voilà c'est fasciste, c'est droite, etc. Mais que c'est antiféministe et toute cette haine aux femmes, ça va toujours un peu dans une demi-phrase dans l'explication de ces mouvements-là. Pourtant c'est un aspect assez central. Hein. Ah, absolument, oui. Ouais. Et en Allemagne, il y a des Männerrechtsgruppen aussi qui se disent, voilà, on se bat maintenant pour les droits d'hommes. Et derrière, il y a quand même une grosse haine vers les femmes tout court parfois et vers les féministes d'autant plus. Et donc, Catherine, elle explique dans le sujet tout ça très très bien. Elle a une femme qui nous explique que ça a quand même augmenté les dernières années, que l'AfD en Allemagne, voilà, c'est un peu ça. Enfin, c'est un peu ça, c'est beaucoup ça. Ouais. Après, on a un reportage là aujourd'hui sur l'Autriche, sur l'EVP, le parti qui est au gouvernement, très conservateur, mais qui fait aussi un peu en douceur de l'antiféminisme avec une image de la femme, elle est à la maison, c'est très chrétienne. L'Église catholique a vraiment beaucoup d'influence. Ça, c'est un peu l'autre antiféminisme qui, dans d'autres mouvements, tout le mouvement anti-avortement, c'est un peu évidemment ça. Ouais. Et voilà, ce mardi, on a donc du coup ces deux sujets-là. Une sur la haine contre les femmes dans les réseaux sociaux. Oui. Et on aura, et ça je pense que ça va être très très bien, un peu une aide à l'argumentation, comment argumenter avec ces antiféministes en fait. Quels arguments à mettre en face, genre on se trouve à Noël avec l'oncle antiféministe à table, et mais qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça sera fait. Et là pareil, on peut le faire avec un peu de clin d'œil, mais je pense que on essaye toujours un peu de trouver un angle un peu autre que... Ouais, mais tout dire et voilà, on argumente. On sait pas toujours comment répondre à ça. Ouais. Et on a aussi l'impression que plus le féminisme justement devient visible. Et moi, parfois, j'ai l'impression que c'est un peu le système qui se crispe et qui réagit. Et donc, on se prend pas ça parfois dans la figure. Donc, comment on fait pour répondre à ça? Est-ce que... Alors, spontanément, je ne suis pas très bon là-dedans. Mais je trouve déjà que le mot féministe est tellement aussi encore chargé en négatif. Allemagne aussi. En Allemagne aussi, oui. Ouais. Et déjà, pour commencer, j'avais un interview il y a un peu de temps déjà avec quelqu'un qui adorait notre émission aussi et qui me pose la question à quel moment vous êtes déclarée ouvertement féministe, comme si c'était quelque chose de négatif. Je dis mais une conversion soudaine. C'est rigolo quoi, que c'est pas un outing quoi. C'est pas de oulala. Je dis ok, j'ose dire que je suis féministe. Enfin, je réponds pas à votre question. On va voir dans l'argumentation. Moi, je pense que c'est toujours bien, notamment de répéter les chiffres qui sont évidents, que ce soit en termes de visibilité, de représentation, de violence, et d'essayer de déconstruire le féminisme comme simplement un mouvement pour l'égalité des droits. Mais c'est vrai que quand l'oncle Robert commence à attaquer les quotas pendant le
le dîner de Noël, ça devient plus compliqué. Mais Créatour va sans doute nous aider pour ça. Et donc, les thèmes pour la suite. Après, on se disait qu'il y a... comme on essaie d'être plus actu et international, on se disait en avril, c'est une grosse anniversaire de la manifeste des 343 salopes en France. C'était en avril 71. Donc, cette manifeste où les femmes disaient « je me suis fait avorter » bien avant la loi Veil. Et du coup, on se dit comme l'avortement est quand même un gros sujet qu'on n'a pas encore traité d'ailleurs. Oui. Et c'est mondial, en Pologne, en Argentine où il y a quand même des avancées. On va faire ça, comment, je ne sais pas trop encore. Mais c'était marrant parce qu'en préparant l'interview d'aujourd'hui, je me suis dit, mais en Allemagne, il y avait un manifeste comme ça, pareil. Et Alice Schwarz, la grosse féministe en Allemagne, qui est très très connue en fait, elle s'est fait en fait inspirer par cette manifeste en France. Et moi, je ne savais pas du tout, mais il y a le titre d'un grand journal hebdomadaire en Allemagne, le Stern, où était écrit « Wir haben abgetrieben », donc pareil, nous avons fait un avortement. Et c'était pareil, 374 femmes, et elle s'est fait inspirer par ça. Et ça c'était un moment ultra important dans le féminisme allemand. C'était vraiment un redémarrage, en fait, pour le combat des femmes. Donc déjà ça, je trouve ça... Et qui a abouti à la légalisation de l'avortement en Allemagne ou... C'était bien plus tard, mais et encore aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Mais voilà, tout de suite, on est dans le franco-allemand, en fait. Et je pense qu'on va traiter un peu ça. Et je ne sais pas encore dans d'autres pays. Il faudrait réfléchir. La Pologne, pareil, c'est peut-être même trop... Enfin, c'est horrible, mais c'est peut-être trop évident parce qu'on en a beaucoup parlé les dernières semaines. Peut-être trouver plutôt un pays où on se dit, mais on ne savait pas. C'est vrai qu'il y a des pays où il y a un droit dans les faits, mais qu'en pratique, les médecins peuvent objecter, enfin faire appel à l'objection de conscience, et en pratique, il n'y a plus de droit à l'avortement puisque les délais ne peuvent pas être respectés. Par exemple, donc ça, c'est aussi un sujet, la question de l'objection de conscience. Et est-ce que l'avortement, il devrait y avoir un droit qui doit être garanti donc là, c'est une question qui se pose notamment en Italie et en Espagne. Mais même en France, il y a des régions où il n'y a plus des médecins qui le font. C'est un grand problème. Et pendant la crise Corona, pendant le premier confinement, c'était un très très grand problème aussi parce que les médecins n'étaient pas là et on n'avait plus accès. Oui. C'est vrai qu'au niveau des services publics, que ce soit pour la santé ou les violences, le Corona a pas eu des conséquences positives. Alors, peut-être pour finir bientôt, quel est votre numéro préféré de Créatour pour que nos spectateurs et spectatrices aillent le regarder? C'est pas évident parce que je trouve... Enfin, évidemment, je les aime tous, mes enfants de Créatour. Toutes les petites Créatours. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé notre émission sur la médecine parce qu'au départ, je me disais, mais... on trouve des idées ensemble et après on décide ce qu'on veut faire. Et moi je me disais mais la médecine, il n'y a rien à dire. Et finalement il y a plein de choses à dire. Quoi par exemple? J'ai appris plein de choses. Par exemple que dans le monde il n'y a que 34% je pense des études où les femmes sont inclus pour les médicaments. Donc il y a plein de médicaments qui ne sont pas testés pour les femmes. Ce qui je trouve... juste hallucinant, c'est pas possible en fait. Et du coup, les femmes, en pourcentage, on a beaucoup plus d'effets secondaires parce que c'est pas pris en compte que notre métabolisme est différent. Les hormones jouent quand même un rôle là-dedans. Donc physiquement, il y a des différences qui sont tout simplement là et qui sont pas pris en compte. Et, par exemple, où il y a des maladies, ça c'était un gros sujet récemment, les crises cardiaques, on dit. Qui sont souvent pas diagnostiqués parce que les signes ne sont pas les mêmes. Donc il y a plein de médecins qui ne savent pas, quand une femme arrive, que c'est une crise cardiaque. Donc, je trouve ça hallucinant. On est en 2021 et il y a encore plein de trucs. Et d'un autre côté, chez les hommes, par exemple, c'est beaucoup les dépressions qui ne sont pas diagnostiquées parce que les signes, pareil, c'est pas... ils dorment toute la journée et ils sont super tristes, mais ils râlent, par exemple. Ils en parlent moins, je ils s'expriment moins. Vraiment, là, mais les signes sont juste pas les mêmes. Et, donc ça, je trouvais
passionnant comme sujet. Après, j'aimais beaucoup l'éducation aussi, parce que comment éduquer ses enfants dans un esprit féministe sans les clichés, et c'est... Enfin, j'ai la bataille tous les jours. Et c'est vrai qu'on ne vit pas dans le vide. Non, c'est que justement, on peut élever ses enfants comme on veut, ils sont quand même influencés par l'école qui n'est pas forcément toujours féministe, par les médias, par le cinéma, par les jouets, rose et bleu, etc. Ah oui, et parfois on ne peut rien faire. Et ça, il faut accepter aussi. Il faut proposer autre chose aux filles et garçons. Mais c'est aussi dans un esprit où je me dis, il faut quand même Enfin, c'est peut-être un peu pathétique, mais la prochaine génération, il faut d'autres idées. Il faut que ça soit encore plus ancré, qu'il y a que les droits pour les hommes et les femmes, c'est pareil, et que les filles elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Et c'est un peu notre travail presque quotidien de le faire. Mais c'est pas évident. Comme vous dites, c'est pas... On a des influences partout et voilà, c'est pas... Mais bon, on apprend dans l'émission comment faire et comment pas exagérer dans les moments un peu compliqués et de laisser faire les enfants comme ils veulent aussi. Mais je pense que c'est pareil. Quand on se rend compte déjà du problème, on peut déjà agir un peu autrement. Et les écoles font des efforts aussi. Ouais, les choix des jouets, les choix des livres. Absolument, oui. Parce qu'on est ici dans une diversité, librairie. C'est ça. Oui, mais pareil, la diversité dans les livres, maintenant, il y a beaucoup plus d'héroïnes, mais il y a un moment, ce n'était pas le cas. Oui. Enfin bref, voilà. Vous voyez bien que tout est très, très passionnant. Toute la question de la déconstruction des contes de fées, je trouve que c'est très intéressant de commencer à réfléchir d'un point de vue féministe à Blanche-Neige ou à Cendrillon et à ces personnages qui sont... Elles cherchent leur prince, tout simplement, et là, l'histoire s'arrête là. Mais bon, après, ça vaut pas pour tous les contes, non, j'exagère. Mais bon, il y a encore un boulot à faire, mais on peut accompagner, on peut quand même raconter l'histoire et l'accompagner quand même avec autre chose et être un modèle pour une maman qui travaille et qui a autre chose et qui est quand même une bonne mère, pas une Rabenmutter, comme on dit en allemand. Très bien. Bon sujet, voilà. Mais Rebecca, longue vie à Créatour et puis tous les mercredis sur Arte et que le 8 mars soit tous les jours. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.